Donc, bonjour à tous et à toutes. Après ces deux belles tables rondes, nous allons aborder la troisième. Et comme vous l'avez vu, cette table ronde aborde la question de la langue et de la diversité linguistique, qui est une thématique évidemment centrale pour notre champ en tant que champ intellectuel, mais également, bien sûr, en termes de souveraineté scientifique par rapport à ce qu'on peut faire euh, aujourd'hui. Donc, j'ai cette question, comme vous le savez, a suscité, puisqu'on est aujourd'hui dans un impératif, souvent même une injonction principale, pour ne pas dire essentielle, de publier en anglais. Et donc, évidemment, l'idée ici n'est pas de ne pas publier en anglais, mais de voir qu'en est-il quand on n'est pas des anglophones natifs et qu'on renvoie des histoires, des cultures, des sociétés très différentes et qu'on parle bien sûr une langue différente. Donc, euh, pourquoi on se pose cette question? C'est parce qu'en fait, on voit bien que cette question hante tout le monde. Et si je prends deux exemples récents, on voit bien qu'il y a eu au niveau européen en fait, une initiative qui est celle de ce qu'on appelle l'initiative d'Helsinki, qui en fait attendez, parce que là, voilà, ça a sauté. Euh, je ne suis pas très doué, c'est vrai. Ouais. L'initiative d'Helsinki sur le multilinguisme 2019 dans la communication savante. Et évidemment, ce sont des chercheurs scandinaves, mais qui ont été rejoints par de nombreux autres Européens, et en particulier la Société européenne de sciences sociales, pour justement aborder ces questions en fait, de multilinguisme dans le domaine de la communication savante. Alors, évidemment, qu'est-ce que cette initiative a mis de l'avant? C'est qu'elle a montré que la recherche est internationale, évidemment, qu'elle s'exprime dans des langues très différentes et qu'il est extrêmement important de garder cette diversité parce que beaucoup de recherches sont liées aux contextes nationaux, régionaux ou locaux. Et donc, il faut absolument maintenir une ouverture et une diversité dans ce domaine. Et donc, ils ont recommandé un certain nombre d'éléments qui sont évidemment un soutien de la diffusion de la recherche qui soit multilingue et qui évidemment encourage la production en langue nationale ou régionale, de protéger les infrastructures en matière de publication dans ce domaine également, et de promouvoir évidemment partout la diversité linguistique, en particulier au niveau même de l'évaluation des professeurs et l'évaluation évidemment des projets de recherche, etc. Donc vous voyez, donc ça c'est la vision européenne qui est inscrite dans l'initiative d'Helsinki. Si on prend la France, évidemment, rapidement, on se rappelle la pétition récente sur le management n'est pas une science anglo-saxonne, qui a été publiée dans Le Monde et qui a été depuis signée par des centaines de chercheurs français, voire francophones, et qui défendait évidemment cette publication. Je rappelle également le dernier article publié dans la RFG de l'été dernier 2020 de Mandar sur cette question d'une défense, là encore, de nos revues de langue française. Et puis, bien sûr, cette question, elle est là, elle rebondit aujourd'hui parce que la pression est de plus en plus forte, mais en même temps, elle est là depuis pas mal d'années, puisque, comme vous le savez, elle a été portée par Michel Berry, par moi-même et quelques autres collègues depuis 20 ans, où on essayait évidemment de défendre cette position si vous voulez, de diversité. Alors, ce qui est important ici,
c'est que cette défense de la diversité linguistique n'est pas ne doit pas être vue comme quelque chose contre l'anglais, hein. Je rappelle que Agege, dans un livre il y a quelques années, rappelait ça aussi, c'est-à-dire que la question n'est pas de ne pas écrire en anglais, évidemment, c'est de pouvoir écrire dans nos langues et bien sûr aussi de diffuser en anglais si on peut le faire aussi. Mais c'est aussi quand même de publier dans nos langues, et quand je dis, là on parle du français, mais ça peut être bien sûr d'autres langues nationales, voire internationales. Donc, pour ce faire, pour cette question, je crois que nous avons divisé cette table ronde en 3 parties. La première va être présentée par Sylvie Chevrier, qui va nous présenter un petit peu la situation d'un chercheur en gestion dans le champ de la recherche en gestion, et quand il veut publier, je pense qu'elle va bien montrer qu'est-ce qui se passe au niveau de nos champs et les enjeux qui sont importants à ce niveau-là. Ensuite, nous aurons Geneviève Traeger-Felten qui, en tant que linguiste, abordera la question des rapports langue, pensée, culture de façon plus approfondie. Et nous aurons un troisième point de vue, celui de Mauricio Serva, qui est un professeur brésilien, qui est professeur à l'Université fédérale de Espírito Santo, et qui, bien sûr, francophone, nous présentera un petit peu la situation du point de vue du Brésil et aussi dans son rapport avec, bien sûr, comme il s'agit de la langue française en particulier. Voilà, voilà un petit peu comment on va fonctionner. Donc, nous aurons également Baptiste Rapin qui est avec nous, que vous voyez, qui lui pilotera un petit peu les questions lors de la période de questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et pour qu'on prépare la période de questions. Après chaque présentation, nous aurons juste un petit arrêt pour savoir s'il y a des précisions à apporter, mais ce sera juste des questions de précision parce que le débat viendra après les 3 présentations. Voilà. Alors, avant de, bien sûr, passer la parole à Sylvie Chevrier, je veux juste pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, mais je pense que beaucoup la connaissent, Sylvie a un parcours international, elle a fait des études au Canada, elle a commencé à enseigner au Canada, et par la suite, elle a bien sûr rejoint le système français, et en particulier, elle s'est jointe à l'université de Marne-la-Vallée, où elle est aujourd'hui, elle a d'importantes fonctions, dont celle de vice-président international de l'université. Bon, ça s'appelle maintenant Gustave Eiffel, comme elle l'a précisé, elle va le préciser peut-être. Comme vous le savez, elle a fait beaucoup de terrains de recherche dans le domaine de l'interculturel et la gestion internationale. Elle parle évidemment au moins 2 langues et elle en lit 2 autres, le russe en particulier et l'espagnol. Et elle a récemment publié avec le groupe Gesson et Société un livre qui essaie d'expliquer aux anglophones ce que c'est que la perspective, je dirais, symbolique de l'organisation et des liens culture et management, et que la culture entretient avec le management. Et ça vient de sortir, évidemment, chez Oxford University Press. Donc, ça vise évidemment le public anglo-saxon. Voilà, donc sans plus tarder, je cède la parole avec un grand plaisir à Sylvie Chevrier. Merci beaucoup, Jean-François, pour cette invitation et cette introduction. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Voilà, donc la souveraineté dont je vais vous parler, je vais bien sûr abonder dans le sens que vient de développer Jean-François. Je vais essayer de montrer en quoi publier en français, sans exclusive bien entendu, est une question de souveraineté intellectuelle.
Alors, toute publication, bien sûr, s'inscrit, dans un champ qui a, ses objets, qui a, ses ressources, qui a ses références, qui a ses traditions, et dans lesquelles les chercheurs vont se placer pour construire leur position. Le champ de la publication en français et le champ, de la publication, incarné par les revues américaines, n'est pas le même et donc si, on se contente de publier dans, le champ, américain, on va, j'ai envie de dire, perdre, une partie de nos questions propres. C'est ce que je vais essayer de montrer. On va devoir renoncer à certaines de nos questions et aussi en partie à, notre héritage, culturel, en sciences sociales. Alors je vais essayer de développer, ces 2 points-là et je vais commencer par la question, des objets, de gestion sur lesquels nous voulons travailler. Parce que l'enjeu de maintenir des revues, nationales, donc en français, c'est de pouvoir, articuler, l'universel et le particulier. Alors sur les objets de gestion, bien sûr, les questions de gestion de manière générale ont une, dimension universelle, où que l'on soit, dans le monde et dans les organisations. Il faut organiser, la gouvernance, il faut, mobiliser, les personnes, il faut, organiser, la coopération, il faut reconnaître, le travail, accompli pour, garder des personnes engagées. Tant qu'on formule, les questions à ce niveau de généralité, on a affaire évidemment à des questions de gestion parfaitement universelles. Maintenant, quand il va s'agir de les mettre en œuvre et de voir comment concrètement, elle se décline sur le terrain. Là, les questions vont pouvoir se poser, de manière, particulière parce que, elles sont enracinées en fait dans des territoires, socio-culturels, précis. Alors, je vais juste l'illustrer avec, un exemple puisque, je viens, du champ de l'interculturel et de la gestion des ressources humaines. Je prendrai le champ de la gestion des compétences. Si on regarde, la littérature française sur la gestion des compétences, on va voir qu'elle est marquée, par exemple, par la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et son cadre, réglementaire et que derrière, les questions qui sont discutées, il y a la préoccupation sous-jacente, de maintien, dans l'emploi des salariés et la question de l'employabilité. Quand on essaie de regarder à quoi ressemble, la question, de la gestion des compétences, dans le champ, des revues américaines, donc on va tomber sur le talent management, mais les questions qui se posent, sont plutôt celles, d'attirer et de retenir, les talents dans une perspective de marché, très ouvert où, les employés, sont pas forcément fidèles et où, les employeurs peuvent, mettre fin également de leur côté, à un contrat quand ils, le souhaitent. Donc, hem, non seulement, j'ai envie de dire, on aurait du mal à traduire la question, de la gestion, prévisionnelle des emplois, et des compétences en anglais, mais ça, c'est une difficulté que l'on peut, surmonter. Mais si l'on essaie, de, la, proposer à une revue, américaine, ça ne rentre pas, j'ai envie de dire, dans ces cases et dans ces préoccupations. De manière, générale, la pertinence, des sujets, français ou des sujets, européens n'est pas toujours établie pour les revues, américaines, du fait de leur dimension spécifique nationale et quand on écrit et qu'on soumet à une revue américaine, on va être amené à justifier, le choix, de terrain et d'échantillons si, ils ne sont pas, états-uniens. Le risque, que l'on court à vouloir persister, dans cette publication, encore une fois, exclusive dans des revues américaines, c'est, progressivement, d'abandonner nos terrains, spécifiques, hein, parce que, des terrains, généraux, globaux, seront, plus faciles à défendre devant des reviewers américains ou
plus probablement encore, garder des terrains français, mais ne les aborder que dans leur dimension universelle, justement, et de manière totalement décontextualisée, en les réduisant à ce qu'ils ont d'universel. Donc, on a ce premier enjeu, j'ai envie de dire, sur les objets mêmes de recherche. Les revues nationales peuvent être des endroits où le champ se déploie autour d'objets spécifiques qui représentent des enjeux nationaux, régionaux, européens. Le deuxième point que je voudrais développer, c'est que la langue, c'est également une affaire de tradition intellectuelle dans les sciences sociales. Ce n'est pas un simple code qui traduirait une pensée universelle qui pourrait s'exprimer de manière identique dans toutes les langues, et ça, Geneviève développera largement ce point. La langue, c'est lié à un univers culturel et intellectuel. Et selon les traditions intellectuelles, nous n'avons pas les mêmes nous ne développons pas tout à fait les mêmes types de savoirs, et la production s'opère un peu différemment. Donc, quand je vais parler de la tradition intellectuelle française, je ne vais pas parler d'un contenu précis. Il y a évidemment beaucoup de débats, beaucoup de diversité dans les productions en termes de contenu, mais je vais plutôt donc c'est pas une question d'homogénéité des idées, c'est une question plutôt d'approche, une question d'épistémologie en fait, hein. Une approche, là aussi, il y a divers courants bien sûr épistémologiques en français, mais il y a des approches épistémologiques dominantes en sciences sociales qui peuvent être différentes des approches dominantes dans les revues américaines. Alors pour évidemment mieux les saisir, passer par la comparaison est toujours efficace. Donc si je regarde l'approche américaine, on le sait, elle est dominée par un positivisme qui a une vision de la science cumulative, hein. Donc ce qu'on nous demande de faire en tant que chercheur dans cette approche-là, c'est que chacun apporte sa brique à l'édifice global de la connaissance, ou, comme dans cette image, apporte sa pièce au puzzle. Donc, il s'agit de littéralement, hein, de fill the gap. Donc, on a un trou qui est défini par les citations, hein, des auteurs tout autour de notre trou à combler. Et donc là, chaque pièce de puzzle représente les contributions des auteurs qu'il va falloir méthodiquement citer pour définir où l'on va contribuer. Alors, dans l'approche française, c'est une pensée large qu'on aime développer, une vision d'ensemble qui domine, hein. On est attaché à comprendre la complexité. Je pourrais reprendre évidemment à Marcel Mauss le fait social total, mais en tout cas, on parle d'une problématique et on va essayer de construire le problème pertinent. Donc, vous savez, pour tous ceux qui sont passés par là, l'un des piliers de la formation à la française, c'est la dissertation. La dissertation, que ce soit en français, en philo, en économie, en sciences politiques ou en droit, la dissertation est un exercice qui est largement utilisé, et elle a cette vertu de concentrer notre attention sur le fait de ne rien oublier d'un sujet proposé. Donc, ce qu'on nous demande à partir du sujet de départ, c'est de l'analyser dans toutes ses dimensions, d'en voir les grands enjeux, de couvrir tous les aspects, puis à partir de cette vision assez large, de construire une problématique donc issue de cette réflexion méthodique sur le sujet. Alors, la problématique à laquelle on va répondre doit être donc construite et pertinente, plutôt que un petit trou identifié dans la connaissance. Du coup, en termes de contribution, je dirais que l'épistémologie à la française m'évoque davantage cette image-ci,
L'idée, c'est de regarder le paysage dans son ensemble, mais de le regarder avec un éclairage particulier. Et on voit que sur le même objet, eh bien, on peut produire effectivement des représentations et des portraits différents de cet objet. Donc, il s'agit plutôt de mettre en perspective, hein, et de révéler, bien sûr, dans cet objet des choses que le sens commun ne saisit pas dans les situations sociales qui sont en question, mais ce sont plutôt des explications concurrentes qui viennent alimenter un débat plutôt que des connaissances cumulatives. Du coup, la tradition intellectuelle française, elle cite des grands auteurs structurants, pas forcément récents d'ailleurs, mais moins d'auteurs parce qu'on ne fait pas l'effort là de déterminer tout ce qu'il y a autour du trou de la case du puzzle que l'on veut remplir. Au contraire, on va s'engouffrer dans un sillon, une démarche intellectuelle parmi tous les choix, j'ai envie de dire, qui sont offerts pour orienter le regard, et la citation ne sera pas marquée par un souci d'exhaustivité, mais plutôt d'inscription dans un sillon déjà tracé. Alors, si on compare, je vais comparer, et là je ne sais pas s'il y a encore des historiens autour de la table, et si c'est le cas, ils me pardonneront, je l'espère, un anachronisme absolument terrible. Mais si j'essaie de comparer le projet encyclopédique de Google Scholar, qui est la recension la plus exhaustive possible, hein, de la connaissance d'ailleurs dans une diversité de langues, mais on voit bien que le projet, c'est d'accumuler de manière additive l'ensemble des productions au projet des encyclopédistes des Lumières. Alors, dans ce cas-là, on avait une vision qui était tout à fait différente. C'était en mobilisant divers domaines, faire la démonstration qu'il était nécessaire et important de changer de paradigme et de passer d'une pensée, on va dire, mythico-religieuse à une pensée rationnelle et scientifique, en montrant que ce changement de paradigme s'opérait dans l'ensemble des disciplines et des domaines, et devait toucher tous les champs de connaissances. Donc, on avait un projet encyclopédique, non pas cumulatif, mais j'ai envie de dire au service d'une démonstration. On était plutôt dans la synthèse, je dirais, que dans l'accumulation. Alors, si on continue l'exploration de cette singularité de l'approche intellectuelle française, et j'en arrive ici au troisième point, c'est l'idée de privilégier aussi un point de vue universaliste, même si on est au départ enraciné dans une discipline particulière. Donc, on peut prendre des exemples en sociologie, en anthropologie, avec Bourdieu, avec Lévi-Strauss, ou en économie, en linguistique, avec Saussure. On voit à la fois, j'ai envie de dire, un ancrage disciplinaire fort qui permet voilà, de parler dans le monde, et en même temps, au nom de cette connaissance précise et localisée, avoir une portée plus générale et parler sur le monde, hein. C'est à la fois, si je prends Lévi-Strauss, à la fois l'analyse des mythes ici et maintenant dans une société particulière, et un développement d'une théorie structuraliste qui veut faire découvrir finalement des propriétés générales de toute l'existence sociale. Donc, l'objectif, c'est de nourrir la pensée générale en l'alimentant à partir d'une discipline particulière. Alors là encore, je vais faire un saut, mais si on regarde les revues de gestion américaines, elles s'adressent au contraire à des publics de spécialistes, hein, voire d'hyperspécialistes, puisque on est dans la plupart des revues, même dans la sous-discipline, hein, plutôt finance, marketing, système d'information, logistique et autres. Et on est vraiment sur l'expertise sur un sujet.
on cherche pas forcément à parler sur le monde. En revanche, on cherche systématiquement les implications pratiques hein, de la contribution. Ce sont les fameuses implications managériales qui doivent être développées. Et donc, on a une vision, je dirais, utilitariste de la connaissance pour l'action immédiate. Alors, une dimension aussi critique, alors je reprends le, le- le- ce que l'anglosphère appelle la French Theory, même si vu de France, ça peut paraître un amalgame qui rassemble des choses assez différentes, mais en tout cas, ce qui est inclus dans cette French Theory, un ensemble de travaux en philosophie critique de Foucault à Derrida. Si c'est rassemblé justement sous ce vocable-là, c'est par rapport à cette dimension critique qui n'est pas forcément dominante dans la sociologie plus fonctionnaliste, la sociologie interactionniste, par exemple, américaine. Donc, là, sans souscrire nécessairement à cet amalgame, je veux souligner le fait qu'effectivement, la tradition française est marquée par une pensée critique. Et si on prend la sociologie du travail en particulier, on voit bien le projet de dénonciation des rapports de domination et la mise en évidence aussi des mouvements de résistance des opérateurs, par exemple, sur le terrain qui ne se laissent pas faire et aspirent à l'émancipation. Voilà. Dans la sociologie américaine, on est sur, par exemple, si je prends l'exemple de la sociologie interactionniste, on s'intéresse au fonctionnement des communautés, aux règles, aux rôles et on va parler de déviance plus que de domination. Une autre caractéristique, bien sûr, hein, j'y vais à grands traits là, donc il y a beaucoup de diversité autour de cette épine dorsale, hein, bien entendu, mais il y a quand même, je dirais, justement un ancrage fort qui est assez différent du développement de la science des revues américaines. Une autre caractéristique de l'approche française, c'est un penchant assez certain pour l'abstraction théorique pour la valorisation des idées, des belles constructions logiques. On peut là aussi hein, regarder ce qui se passe en anthropologie, où on peut voir d'un côté une ethnologie américaine ou britannique, qui est vraiment une ethnographie très détaillée, très empirique, et puis une anthropologie française qui va partir des faits pour essayer, je pense par exemple à Ballandier qui veut gérer, qui veut produire un tableau général des sociétés, donc avec un projet d'analyse des données empiriques beaucoup plus global. Alors, là aussi, je pense que Geneviève développera ces points-là, mais la langue française est une langue qui permet la pensée abstraite, qui est très conceptuelle, justement très globalisante, avec une langue de noms. Plutôt qu'une langue de verbes tournée vers l'action comme l'anglais. Et quand on a des concepts très abstraits, on est parfois en peine de les traduire. Je peux penser à l'imaginaire ou le rapport au travail. Tout ça, ce sont des concepts assez compliqués à faire passer dans justement des langues qui ont une orientation plus empirique. Mais je laisse le champ là-dessus à Geneviève. Enfin, dernier point, la valorisation du style, hein, l'esthétique de la formule, très importante, même s'il s'agit de sciences et d'arguments logiques. L'esthétique intervient aussi à travers l'écriture dans les sciences sociales pour
Théodore Zeldin, spécialiste de la France, il associe ce goût de la formule à l'art de la conversation et des salons. Alors là aussi, hein, la valorisation du style, vous voyez bien comment ça va contraster avec, le style simple, sans adjectif, ni adverbe, les phrases courtes qui sont plébiscitées par les reviewers des revues, américaines, sans même parler, de la construction, rhétorique assez différente, là aussi, sur laquelle Geneviève, reviendra. Mais juste pour donner, un exemple, en français, nous détestons les répétitions et donc on s'applique à trouver des équivalents, des synonymes pour ne pas se répéter, alors que pour un reviewer américain, si on n'utilise pas le même terme, il va falloir se justifier, expliquer la nuance entre les deux et ça va manquer de rigueur en fait, parce que on a un usage instable et pas très rigoureux du vocabulaire. Alors, en conclusion, donc, quelle pratique, pour les chercheurs? Donc, d'abord, à quelle communauté, s'adresser? Et je pense qu'on peut faire, en sciences de gestion comme cela, a été fait dans d'autres domaines des sciences humaines et sociales. On peut, développer, une pensée, originale, d'envergure qui tire parti du contexte et qui, en même temps, essaye de parler au monde. On n'est pas obligé de se recroqueviller sur un dialogue d'hyper spécialistes. On peut naviguer entre l'expertise et une parole publique. En gestion, on s'intéresse à l'action organisée et donc cela touche à des questions sociales centrales. On a des choses à dire sur la gouvernance, sur les régimes de coopération, sur le vivre ensemble et la diversité, sur la souveraineté, on l'a vu ce matin, sur les effets des outils de mesure sur les comportements sociaux, et cetera. Alors, à sur quel support, hein, où publier? Donc, c'est quelque chose qui est pas neuf, qu'on répète souvent, mais je crois il faut continuer à le dire. Le développer une pensée, d'envergure, ça nécessite de la place, hein et donc, l'ouvrage est évidemment, quelque chose, d'important comme support de publication. Quand on propose de refonder l'entreprise, de repenser la GRH, de plaider pour une anthropologie des organisations ou pour revisiter le management interculturel, un article de quelques pages, ça s'y prête peu, hein, même si on peut faire un aperçu rapide, il faut de la place pour développer une pensée comme celle-là. Les revues ont tout à fait, leur rôle à jouer, comme je le disais tout à l'heure. Les revues françaises, c'est, la possibilité, de publier sur des terrains français des questions, qui intéressent, les organisations dans le contexte, français ou régional ou européen. Mais cela suppose, plusieurs choses. Cela suppose d'abord que les revues soient, heu assument, je dirais, la tradition intellectuelle française et ne singent pas, les revues américaines parce que, il arrive que des reviewers de revues françaises, demandent aux auteurs quel est leur research gap dans le et je cite, dans le texte. Donc, je crois que si c'est pour importer la même chose, c'est pas la peine de publier, en français et puis, du point de vue des auteurs aussi, c'est de changer le raisonnement et de ne pas se dire qu'on envoie, aux revues françaises, les articles qui ne seraient pas assez bons, pour être publiés dans des revues américaines. C'est plutôt, est-ce que le sujet, s'adresse à une communauté, francophone et d'intérêt pour une communauté francophone? Donc avec un aiguillage, sur les supports de publication qui soit davantage, fondé sur, les sujets, et la cible, plutôt que sur, une supposée, qualité, plus ou moins, bonne.
Alors, si, on est, convaincu, hein, bien sûr qu'il faut, valoriser et maintenir, cette, tradition, de recherche, française, eh bien, il faut, ajuster évidemment les critères d'évaluation, de la recherche par les pairs. Alors, dans le milieu universitaire, c'est vraiment une évaluation par les pairs avec, le CNU et d'autres instances, où, nous, évaluons chacun le travail des collègues. Donc, il ne tient qu'à nous, quelque part, de changer ces critères, d'évaluation, comme, d'ailleurs certaines, là on voit par exemple, le dernier mouvement du CNRS sur les questions de classement, le montre. Et puis, ça veut dire aussi, si on est d'accord pour valoriser cette, tradition intellectuelle française, qu'on continue aussi, de socialiser, les doctorants à cette tradition, de sciences sociales et qu'on ne leur demande pas exclusivement de fréquenter, les sessions Meet the Editors, pour publier dans les revues, en anglais, c'est encore une fois, hein, c'est sans exclusive, l'un n'empêche pas l'autre. Et enfin, que l'on travaille, à la traduction, de ces contributions, à la fois, des ouvrages donc, qui doivent, finalement quelque part faire connaître, la pensée, française. Encore une fois, vous m'excuserez pour cette globalisation, puisqu'il y a des pensées bien entendu, mais la faire connaître à une communauté, francophone, au-delà de la France, même s'il y a des difficultés là aussi liées à la traduction et là encore, Geneviève y reviendra. Et puis, également, on peut faire traduire, des articles. Je prends l'exemple de Gérer et comprendre qui tous les ans fait une sélection d'articles qui sont, traduits, en anglais pour, une diffusion, plus large. Voilà, donc c'est ce que je, voulais vous proposer pour, entamer, cette table ronde qui va, être, alimentée, par mes collègues. Jean-François, ton micro n'est pas ouvert. Oui, vous m'entendez là? Oui. OK. Donc merci, Sylvie. Donc, est-ce qu'il y a une question de précision ou, à ce moment-là, on passera, à l'intervention de Geneviève, Traeger-Felten? Alors, il y en a une qui a été posée par François Demarche dans le fil de la conversation, et c'est la Oui. suivante, Sylvie. Est-ce que les productions des Critical Management Studies, essentiellement anglaises, ne sont pas une exception par rapport à la vision anglo-saxonne? Hem, et alors, là, il y aurait beaucoup à dire, Mmh. bon, déjà sur, l'origine, hein, des Critical Management Studies, et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, elles ont découvert, tardivement et emprunté aussi à des auteurs, français. Mais il y a aussi, je dirais, une manière, de développer, ce courant, qui n'en fait pas nécessairement le courant aussi pluraliste, qu'on pourrait l'espérer, à certains égards et donc là aussi, beaucoup de figures imposées, y compris dans ce champ-là, même si bien entendu, hein, il y a, pas une uniformité, des approches, que ce soit épistémologiques ou méthodologiques dans le champ, américain. Mais voilà, les approches, critiques, les critical management studies, c'est aussi, je dirais, un filon, particulier avec, son champ, ses supports, et qui est assez normé aussi. Oui, donc, on pourra revenir, d'ailleurs, là-dessus, dans la discussion plus générale, mais peut-être que ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va laisser, la parole à Geneviève Traeger-Felten. Je vais juste la présenter, rapidement. Geneviève Traeger, Felten est angliciste,
Elle a un CAPES d'anglais et elle est surtout linguiste aussi. Elle a un doctorat en linguistique et bien sûr, elle s'est intéressée à ce rapport langue, pensée, culture depuis toujours, d'autant plus qu'elle a mêlé avec ses intérêts de linguiste une expérience professionnelle importante. Elle a été, et sur le plan international, puisque elle a été en charge des communications du groupe Veolia et de Rhône Poulenc, et elle a aussi vécu dans différents pays d'Asie. Et donc, Geneviève parle évidemment l'anglais, mais elle parle aussi, elle se débrouille en chinois, en japonais, en italien, et aussi très bien l'espagnol. Donc, elle, bien sûr, elle s'intéresse à ces questions. Elle est membre du groupe des professeurs de langue d'école de commerce qui s'intéressent à ces rapports management et langue, le GMEL, et où elle est très active. Et aussi, elle a publié bien sûr beaucoup de papiers et un livre dans la collection que je co-dirige avec Olivier Germain, qui est justement sur cette question langue commune, culture distincte, la question du globish. Donc, elle est évidemment au cœur du propos que nous tenons aujourd'hui. Donc, Geneviève, c'est à toi de prendre la parole maintenant et de nous exprimer. Merci beaucoup. Merci Jean-François de m'avoir invité, de me présenter comme ça. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Alors, attendez, c'est là. OK, partager. Et voilà, ça a l'air d'avoir marché. Et donc, effectivement, je vais, pour ma part, vous parler de l'aspect vraiment linguistique, du point de vue linguistique, aussi bien pour les enseignants-chercheurs que pour les… Alors, attendez, je ne suis pas en diaporama là. Excusez-moi. Non, mais on le voit, on le voit. Oui, mais ce n'est pas le diaporama. Comment on va… Bon, j'arrive pas à masquer ça. Ça y est. Ah, j'ai trouvé. Voilà, ça devrait marcher maintenant. Voilà, bon. Non, ça ne marche pas. Si, voilà, ça y est. Excusez-moi. Donc, bien évidemment, c'est un défi pour les enseignants-chercheurs parce que, quel que soit son niveau de langue, on a un handicap réel par rapport aux natifs d'une langue, quelle qu'elle soit et quel que soit son propre niveau. Alors, c'est vrai, bien évidemment, à des degrés différents, mais la nuance, par exemple, est souvent difficile oralement, mais elle l'est également dans l'écriture. Et ça va beaucoup plus loin, on en parlera un petit peu plus loin, parce que nous avons tous, en tout cas dans nos pays, on est en général formé à l'écriture, et Sylvie l'a abordé à propos de notre formation à la dissertation, qui nous suit, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On a une conception qui intervient. Et c'est vrai au point que nombreux ont été les chercheurs de tous horizons, et des Américains et d'autres, mais souvent des bilingues comme Klein, comme Heinz, etc., sur le fait que si on a été formé ici ou là, on a tendance à s'exprimer de manière différente par écrit. Il y a tout un champ dont je parlerai tout à l'heure, qui est la rhétorique contrastive d'ailleurs, qui s'est développée. Et donc, les conséquences vont être très importantes, aussi bien au niveau de la publication, et Sylvie l'a abordé sur la formation des idées et ses liens entre la langue et le mode de construction de ces idées, que sur la compréhension. Et ça, on n'en parle pas souvent, mais j'y reviendrai un petit peu plus loin. Je citerai ici simplement les remarques de Gunnarsson, qui est un chercheur suédois, qui a fait des comparaisons et qui dit finalement les textes anglo-américains
pour les Finnois, pour les Allemands, et moi je dis peut-être pour des Français, sont souvent perçus comme superficiels, parce que ça ne répond pas, si vous voulez, à ce que vous attendez d'un texte. Et ceci va se retrouver bien évidemment dans l'écriture. Alors, bien évidemment, lorsqu'on fait une présentation de ce genre, on est obligé de tomber un petit peu dans la caricature et on ne peut pas tout dire. Donc, vous en prenez, vous en laissez, mais on nous apprend quand même à parler en bon français. On nous apprend à exprimer nos idées. Sylvie a parlé de la répétition du terme, où effectivement, et quand vous ne répétez pas, vous cherchez un synonyme, mais déjà vous orientez l'idée. Vous faites, chaque fois que vous prenez un synonyme, vous ne dites pas rigoureusement la même chose. Et donc, il y a une vraie réflexion pour trouver un terme qui permet de faire avancer le cheminement des idées. Et donc, apparemment, lorsqu'on lit des articles sur le mode d'expression plus française, plus allemande, etc., on voit que nous, on nous caractérise un petit peu, on caractérise le français académique comme plein de subordonnés. Et effectivement, on fait des phrases plus ou moins complexes et ce n'est pas un problème. Par ailleurs, dans l'organisation du texte, et on va y revenir un petit peu plus loin, on voit qu'on nous suggère assez souvent de mettre des titres qui sont des mini-synthèses, qui annoncent finalement. C'est une manière de guider le lecteur qui est très différente de la manière attendue du côté anglo-américain. Et puis, quand même, dans le monde académique, on ne dit pas « je », on utilise le « nous » de majesté. Et on n'est pas du tout dans le même domaine lorsque on en est au pardon, j'aurais pas dû faire ça, lorsqu'on est aux États-Unis. Alors, j'ai cité quand même les guides de marketing US qui vous disent KISS, keep it short and simple. Alors, sans aller jusque-là, dans le monde académique, il y a bien aussi cette idée que vous devez être aussi concis que vous le pouvez, aussi clair au sens que votre lecteur doit tout de suite comprendre de quoi vous parlez. Et je cite ce guide publié en 1976 et paraît-il réédité et tous les ans pour les fonctionnaires anglais, qui dit finalement votre rôle, c'est de faire en sorte que votre lecteur comprenne exactement ce que vous voulez dire. Donc, il faut être précis et il faut faire passer ce sens de manière très claire. Et les titres ont pour rôle d'indiquer à quel endroit de la démonstration linéaire vous en êtes. Autrement dit, c'est l'introduction, c'est le rassemblement des données, c'est la méthodologie, etc. Mais le titre n'a pas, comme nous, ce rôle de, en quelque sorte, préparer le lecteur à ce qu'il va trouver dans le texte. Bon, et par ailleurs, on assume tout à fait le fait qu'on est l'auteur, on se présente, oui, à l'occasion quand il y en a plusieurs, et on n'hésite pas à s'auto-citer et à faire des références au travail antérieur que l'on a déjà fourni, par exemple. Alors, on va retrouver ces différences d'écriture au niveau de la structure du texte. Et alors, effectivement, lorsqu'on lit des commentaires sur la manière dont les Français s'expriment par écrit, on trouve cette forme d'entonnoir, c'est-à-dire ce que Sylvie a décrit tout à l'heure, on cherche finalement à présenter l'essentiel des possibilités du sujet avant d'en sélectionner une et de la développer. Et tout ceci s'organise souvent avec 2 ou 3 parties. On se souvient de notre thèse, antithèse, etc. Et donc, il y a une organisation logique, suivant notre logique, bien sûr. Ce qui se retrouve dans les paragraphes. Donc, le paragraphe, a priori, c'est un argument par paragraphe et lesquels s'enchaînent assez logiquement jusqu'à la phrase finale de transition, etc. Du côté américain, essentiellement, parce que malgré tout, entre les Britanniques et les Américains, on sent qu'il y a un certain nombre de différences dans l'écriture. Alors, ce qui est important, c'est que vous dites dès le début ce qui est le plus important. Et puis, vous avancez.
Et alors, ni digression, ni répétition, non pas des termes, mais ni répétition d'une partie du développement. Et ça se retrouve au sein de chaque paragraphe, et ça, je crois que c'est quelque chose qui est particulièrement important du côté américain, c'est que la première phrase expose de quoi va parler le paragraphe, toutes les phrases qui suivent sont liées à ce thème du paragraphe, et la dernière phrase reprend ce qui vient d'être dit avant d'annoncer la suivante. Le paragraphe suivant. Or, bien évidemment, tout ceci a pour intérêt de garder son lecteur. Il faut que cet intérêt pour le lecteur soit maintenu en permanence. Et on retrouve ce fill the gap, c'est-à-dire que dès le départ, vous situez l'intérêt pour le lecteur. Pourquoi est-ce qu'on lui présente ça? Parce que c'est intéressant pour lui, parce que. Et ensuite, on descend jusqu'à la conclusion. On descend. Donc, oui, on est dans le linéaire a priori, plus que dans le développement de son argumentation. Alors, j'ai tenu à vous mettre là une citation d'un psychologue qui a étudié beaucoup, il y en a deux en France, Leny et Denière, qui ont étudié finalement les textes et le rôle que joue le texte par rapport au lecteur. Et d'après ce qu'il nous dit, pour que le lecteur finalement en tire le parti nécessaire, il faut qu'il ait lui aussi la même structure cognitive ou plus ou moins homologue à celle de l'auteur. Et on se souvient tous, je pense, du livre de Umberto Eco, Lector in Fabula, qui dit quand on écrit, quand on fait une narration, on la fait pour un lecteur, mais pour un lecteur que l'on a en quelque sorte à sa propre image. Et on retrouve exactement cette considération dans Perelman Titeka, que je cite un petit peu plus bas, qui disent finalement, lorsqu'on argumente, on le fait vers un auditoire que l'on conçoit comme universel, mais qui est en fait construit à sa propre image. Et donc, on voit bien que être obligé d'argumenter pour des gens dont on sait qu'ils sont différents est un énorme effort, et cet énorme effort n'est pas négligeable. Alors, ne vous inquiétez pas, je vous ai mis une bibliographie à la fin, donc je cite un certain nombre d'auteurs, et je voudrais simplement revenir sur cette notion que la compréhension du texte, elle repose sur l'inférence. Et ça signifie, si vous voulez, que si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, eh bien, vous n'allez pas nécessairement comprendre ce qui a des effets. Alors, Eggington, par exemple, a fait c'est un psychologue, si je ne me trompe, qui a fait des expériences sur des textes écrits en coréen pour des Coréens, écrits aussi en coréen par des Coréens ayant été formés aux États-Unis. Et la comparaison, c'est que la mémorisation immédiate du lecteur coréen, elle est à peu près la même. La mémorisation à long terme est absolument différente. C'est-à-dire ce qui correspond à ce qu'ils attendent dans la structure du texte, eh bien là, ils mémorisent. Ce qui ne correspond pas à leur formation, ils ont du mal à mémoriser. Donc, on voit que cet impact sur la compréhension, il est très important. Et quelles conséquences a-t-il? Bien évidemment, il a pour conséquence que si vous envoyez un texte à un évaluateur américain qui n'est pas préparé à ça, eh ben, il ne le comprend pas. Il ne comprend pas exactement où vous voulez en venir. Et d'ailleurs, on le retrouve dans les évaluations qu'on lit. Et donc, il est souvent rejeté. Et j'ai trouvé très intéressant, il y a une série faite par le Academy of Management Journal qui s'appelle From the Editors et qui donne des conseils. Et il y en a un écrit par un certain Gerard George qui prodigue des conseils aux non américains. Et dans ces conseils, on retrouve des choses
fort intéressante, effectivement. On y retrouve en gros la construction du texte, etc. Mais on y retrouve aussi des choses qui méritent d'être prises en compte. Par exemple, ne faites pas des références à des auteurs que nous ne connaissons pas. Ah ben oui. Donc, effectivement, quand on fait, comme Sylvie le disait, référence à des auteurs qui, pour nous, font partie de la littérature bien connue, etc., ben oui, mais sauf que, étant donné les systèmes anglo-saxons, il y a une partie de la littérature de tous les pays qui ne parvient jamais là-bas, de la littérature scientifique. Toutes celles qui n'auront pas soit été traduites, soit été réécrites à leur attention. Et si Foucault est lu, il y a bien des auteurs, Benveniste par exemple, est quasiment inconnu en tant que linguiste. Alors, il y a récemment une traduction qui a été faite, mais par un Anglais, non pas par un Américain, et ainsi de suite. Donc, on voit que, outre les histoires de construction, il y a aussi cette histoire de référence. Donc, tout ceci pour dire que l'enseignant-chercheur va être frustré, que quand même notre langue empathie, parce que si la recherche ne se développe qu'en anglais, eh bien on perd le vocabulaire spécialisé, on n'est plus capable de parler de sa propre recherche dans sa langue, et finalement, si on perd sur le vocabulaire, on perd aussi probablement sur le mode de raisonnement que l'on développe. Donc, toujours Gunnarsson, dont je reprends son cri d'alerte pour le suédois, si on ne fait pas attention, on arrive au style qu'elle appelle one thought at a time. Et effectivement, on perd dans l'élaboration des arguments, etc. Pour terminer, parce que quand même, on m'a dit de respecter les 15 minutes, et j'y serai presque, les risques sont là pour tout le monde, pour toutes les langues et pour toutes les recherches nationales. Et j'ai cité simplement quelques-uns des auteurs qui y font référence, mais il me semble important de noter qu'il y a quand même des Britanniques qui, eux, mettent en garde et souhaitent que la littérature des autres pays ne soit pas systématiquement rejetée. Je citerai Nigel Holden, qui, dans le cadre du Gemmel que Jean-François a eu la gentillesse de mentionner, il vient d'accorder un prix aux doctorants des colloques du Gemmel qui, dans les années à venir, un prix monnayé, qui, dans les années à venir, auront à cœur de citer des références qui ne soient pas exclusivement anglaises. Donc, les choses avancent un petit peu, mais voilà, je crois que si on survalorise la publication en anglais, on rabaisse la recherche. Mais bien évidemment, il ne faut pas oublier qu'il faut quand même, et je renvoie à un article très intéressant de Gon, il faut absolument aussi qu'il y ait des publications en anglais. Et donc, c'est un équilibre à trouver pour que les uns et les autres puissent vivre. Voilà, vous avez deux pages de référence si vous le souhaitez, et je vous remercie. J'ai tenu presque. Bien. Merci Geneviève pour ce propos. Je pense que suite à ce propos, est-ce qu'il y a une précision ? Alors, il y a des questions plutôt générales que je réserve pour on les laisse alors. Ok, on laissera à la fin. Que Geneviève cesse son partage d'écran pour que je puisse projeter. Alors, j'ai fait arrêter. Ah ben voilà, excusez-moi. Ok. Donc, maintenant, je vais donc céder la parole à Mauricio Serva, qui, bien sûr, vient du Brésil. Bien sûr, il est actuellement à Florianópolis, dans l'état de Santo Espírito. C'est au sud de... Évidemment, c'est proche de l'état de Rio Grande do Sul, pour ceux qui Santa Catarina, Jean-François. Et Santa Catarina, oui, c'est l'état... Non, j'ai confondu. C'est Santa Catarina, je m'excuse. Un autre sang. Oui, non, c'est pas...
donc de Santa Catarina, qui est très proche de l'État de Rio Grande do Sul, et donc Mauricio, lui, est bien sûr professeur à l'université fédérale de Santa Catarina, et il a fait une carrière, il a eu un doctorat à la Fondation Getúlio Vargas, il a publié beaucoup sur plein de sujets. Je reviendrai juste sur quelques éléments autour de Santa Catarina, de son arrivée en tant qu'académique à l'université, mais il a aussi une expérience professionnelle très importante, puisqu'il a travaillé chez Exxon au Brésil, il a travaillé très longtemps chez Simon Lafarge, le groupe Lafarge, et bien sûr, il a aussi occupé des postes dans les services publics à Bahia, dont il est originaire. Donc, c'est un académique, un universitaire qui a une expérience importante dans le domaine professionnel. Et il s'est intéressé au niveau de sa recherche, il est très intéressé par tout ce qui est économie sociale et solidaire. Il a fondé le chapitre brésilien sur cette question qui est en lien avec HEC Montréal, où il a fait un post-doctorat à la fin des années 90. Et il a également fondé récemment dans son université, enfin depuis 10 ans en fait, un colloque d'épistémologie des sciences administratives. Donc vous voyez bien que là, on est au cœur un peu de ce qu'on va discuter. Et puis aussi une revue qui s'appelle Ciencias en Debate, donc la science en débat, qui bien sûr aborde toutes ces questions. Et puis, il a évidemment publié et il a eu un prix de la fédérale du Brésil dans le domaine de l'administration, le prix Guerrero Ramos en 2014 pour son travail sur la gestion publique. Et donc, Guerrero Ramos est un des pionniers brésiliens sur la réflexion en théorie des organisations. Donc, je suis vraiment ravi qu'il ait pu être libre et accepter de participer à notre table ronde, puisqu'il va donner un regard d'un grand pays du Sud sur cette question de la langue, et en particulier sur la situation du Brésil et bien sûr de son rapport avec la langue française. Voilà. Sans plus tarder, je cède la parole à Mauricio Serva. Bonjour à tous. Bonjour Jean-François. Bonjour mes collègues de table ronde. Geneviève. Bonjour Sylvie. D'abord, je dois remercier Jean-François pour l'invitation. Je dois remercier aussi à Baptiste qui nous aide. Et je suis très ravi d'être là avec vous à cette occasion. Et voilà. Et Baptiste, on avance? Oui. Je vous présente mon plan. Je vais aborder la question que se pose par le biais de deux aspects. Le premier concerne le champ des effets de l'imposition de l'unicité linguistique. Pourquoi compter sur la pluralité linguistique, le contraire? Et je vais aborder quelques problèmes que l'unicité, l'imposition de cette unicité pose au Brésil. Peut-être vous pouvez constater quelques similarités entre le Brésil et la France là-dessus. Deuxième aspect concerne les chercheurs en lui-même. Je vais aborder quelques défis que mes collègues ont déjà parlé, des défis de parler, de connaître, de réfléchir, de créer, de produire dans une autre langue qui n'est pas la sienne. Et pour en finir, très vite, ce que travailler en français ainsi que le plurilinguisme m'apporte. On y va, Baptiste, s'il vous plaît. Pour commencer, le champ. L'imposition de l'unicité linguistique. Comme mes collègues ont déjà abordé, la langue n'est pas un code simplement instrumental. La langue vient d'une tradition culturelle d'un peuple
de son histoire, y compris ses questions socio-économiques. Et la langue implique aussi une certaine structure cognitive qu'on doit apprendre pour parler, pour penser dans cette langue qui n'est pas la nôtre, n'importe quelle langue. Hein. Il y a aussi des questions de tradition et des choix épistémologiques. Sylvie a parlé de la tradition positiviste, de l'approche épistémologique positiviste, de le monde scientifique en gestion principalement américain. Mais il y a d'autres traditions, d'autres choix que le chercheur doit affronter et doit faire son propre choix. Des objectifs et choix du chercheur, plusieurs fois, se battre contre les standardisations que l'unicité linguistique impose. Et mes collègues en a déjà parlé. Alors, d'autre côté, la pluralité linguistique. Pourquoi défendre la pluralité linguistique, Jean-François? Ça touche la question profonde de l'autonomie du champ et aussi, bien sûr, de la production scientifique dans ces champs, notre champ de gestion, dans les cas. Dans un monde interconnecté, chaque fois plus interconnecté, et vous pouvez voir, je suis chez moi, il y a plusieurs parmi vous qui sont chez vous aussi, d'autres sont au boulot. Vous êtes en France, je suis au Brésil. Alors, c'est un monde chaque fois plus interconnecté. On doit faire avancer, je pense, les dialogues entre cultures. Et ces dialogues entre cultures impliquent faire avancer aussi les dialogues entre des points de vue qui sont distincts. Or, à l'instar de Nicolas Daudier, qui dit que nous vivons actuellement dans une société pluraliste irréductible, je suis d'accord avec Nicolas Daudier. Et pour vivre dans une société pluraliste, on doit faire avancer aussi la démocratisation de la science, et c'est un chapitre très important dans le monde actuel. Alors, la pluralité linguistique, c'est tout à fait défendre et agir contre l'unicité linguistique. On n'a pas question de nier l'importance de travailler et de publier et d'écrire, de lire en anglais. On est contre cette sorte d'imposition de English only. On y va. Baptiste, s'il vous plaît. Merci, Baptiste. Je touche quelques points. Ça me permet d'être plus vite parce qu'on avance le temps et je dois réduire, je dois faire mon exposé dans 15 minutes. Et pour parler après les autres, c'est beaucoup plus facile parce que ça me permet d'être plus vite. Et voilà. Cette sorte de position linguistique cause beaucoup de problèmes au Brésil dans notre champ. Je vais en citer quelques-uns. Des sujets liés aux problématiques locales ne sont pas valorisés pour les éditeurs, principalement des journals, American Journals. Les sujets ne sont pas les mêmes, les intérêts ne sont pas les mêmes. Sylvie a bien abordé cette problématique. Si vous me permettez, j'ouvrirai une petite parenthèse pour citer le cas de l'Espagne. En 2015-2016, j'ai passé 1 an et demi à l'Université de Valence, en Espagne, en faisant une recherche postdoctorale. Je faisais une comparaison entre le champ de travail dans le domaine du chercheur et du professeur en gestion au Brésil et en Espagne.
Et je suis étonné, j'étais étonné à ce moment-là, parce que j'ai découvert que l'évaluation des professeurs, tous les professeurs universitaires en Espagne, est complètement centralisée par un organisme étatique qui s'appelle ANECA, qui est situé à Madrid et qui fait les évaluations des professeurs pour que les professeurs puissent obtenir des promotions dans leur carrière. Et ce qui compte toujours, c'est la production, la publication dans des journaux, en langue anglaise, évidemment. Alors, la situation est préoccupante. Les professeurs espagnols ont de l'anxiété, presque tous, parce que leur promotion dépend de la publication dans des journaux. Ils ne comptent rien du tout de publier en espagnol dans des petites revues espagnoles. Et là-dedans, il y a le problème du sujet, il y a le problème que Sylvie a bien parlé, des objets, des territoires de recherche, et qui sont enracinés dans des territoires socio-culturels. Et les gens de Valence, par exemple, ne peuvent pas étudier des cas spécifiques de les régions, parce que les éditeurs américains ne s'intéressent pas. Ils disent toujours, comme Geneviève a bien noté, a bien parlé, ce sont des sujets internationaux qui touchent la mondialisation. C'est là que nous intéresse. Voilà. Alors, les Espagnols sont pleins d'anxiété. Bon, je reviens. L'évaluation de la production scientifique est basée sur des journaux, presque exclusivement. C'est presque le cas du Brésil aussi. Il y a des indexations et impact factors établis par certains players qui sont des grandes entreprises internationales telles que Clarivate, Scopus, Google. Je voudrais rappeler juste en fait, le 11 juillet 2016, deux entreprises de marché financier internationaux, Onyx canadienne et Baring Asia de Hong Kong, se sont réunis pour acheter la branche de Science Business de Thomson Reuters, qui a été créée le Web of Science. Voilà. Ces deux entreprises de la branche du marché international ont payé 3 milliards de dollars à Thomson Reuters en 2016 pour acheter cette branche. C'est une branche qui a un profit énorme. Il y a un attrait des entreprises internationales aujourd'hui pour de science business. Voilà, c'est seulement un exemple. Et Clarivate, ils ont créé Clarivate, qui n'existait pas avant cette négociation. Et Clarivate aujourd'hui, qui commande Web of Science, le JCR, etc., etc., etc. Et voilà. Il y a des revues au Brésil, malheureusement, chaque fois plus, qui imitent la standardisation de ce type de journals. Ils font la même chose, ils exigent que les Brésiliens publiquent en anglais. Voilà. Toute cette problématique touche aussi la question, je pense, de l'autonomie de notre champ et pose une autre question importante, à mon avis, la soumission ou la réaction à ce genre d'imposition linguistique. Et cela vient ensemble avec la problématique de la publication. En français, on dit des plateformes d'archives. Ces grandes entreprises vendent aux gouvernements nationaux et c'est trop cher les contrats. Voilà. Et tout cela touche aussi la question de libre accès à la production scientifique. Soumission ou réaction. Et voilà.
je sais qu'en France, il y a une réaction qui est déjà sur place. Par exemple, la plateforme HAL, la coalition S en Europe. Et récemment, l'an passé, c'est l'UNESCO qui a pris la relève pour entrer dans la lutte pour le libre accès. Aujourd'hui, on a un allié, un porte-allié, qui a un grand poids, c'est l'UNESCO, qui a déjà déclaré son appui intégral à la politique de libre accès. Et je sais que le CNRS considère déjà la question du libre accès comme une politique publique nationale. Ce sont des bonnes nouvelles. Au Brésil, on résiste aussi. Il y a la création de nouvelles revues indépendantes, comme les épi-revues françaises qui sont en train d'être créées récemment. Nous avons quelques-unes aussi. Et les chercheurs se réunissent pour faire des mouvements contraires à ce genre d'évaluation. Et c'est étonnant, au Brésil, on a un ranking établi par l'État. Moi, je pense que c'est une situation unique au monde. Un organisme gouvernemental qui s'appelle CAPES, du ministère de l'Éducation, a créé, a établi un ranking de revues de publications nationales, étatiques, pour évaluer les programmes de maîtrise et doctorat en gestion en tous les domaines. Si les professeurs de ces programmes publient dans des journaux, les programmes obtiennent une évaluation plus élevée. Et voilà. Mais la référence de l'évaluation des CAPES est centrée toujours sur le Google et principalement Scopus et Clarivate. Alors, on circule et on revient à la même point. Et voilà. Et Baptiste, je suis prêt à définir, Jean-François. Oui, tu termines. Oui, très bien. Concernant les chercheurs, je vais indiquer quelques défis et mes collègues précédentes ont bien indiqué beaucoup plus que moi, beaucoup plus mieux que moi, principalement la question de la langue que Geneviève a bien abordée. Merci pour ton exposé excellent. Et voilà. Mais je pourrais vous dire que, à mon avis, lire un récit, lire une histoire, un roman, c'est tout à fait différent de lire pour faire de la science. C'est tout à fait différent. C'est une autre aventure. Lire pour faire de la science signifie connaître, réfléchir pour créer et pour produire de la science. Alors, lire pour faire de la science, il signifie approfondir, il exige l'approfondissement de la compréhension des phénomènes complexes, comme disait tout à fait Sylvie. Et je peux vous dire, avoir de l'expérience profonde, de vivre l'expérience, comme disait John Dewey. Lire, parler, travailler en d'autres langues, donc, c'est une expérience beaucoup plus complexe à cause des questions, des défis que mes collègues ont bien abordés, culturels, historiques, politiques, épistémologiques et, comme Geneviève nous a dit, cognitifs aussi. Et voilà. En tant que professeur de gestion, cet effort que j'ai soumis, ça fait longtemps, m'a permis d'établir, et principalement l'approfondissement, l'apprentissage de la langue française m'a permis d'établir
des partenariats à long terme importants pour moi, pour mes collègues du Brésil aussi. Par exemple, avec des chercheurs français comme Jean-François, qui nous sommes partenaires depuis 1994 jusqu'à présent. C'est un partenariat fructueux. J'ai d'autres partenariats aussi fructueux avec d'autres collègues français et québécois, principalement, et belges aussi. Et pour en finir, Baptiste, s'il vous plaît, les dernières images, un petit témoignage de mon expérience. Travailler en portugais, en espagnol, en français, en anglais, m'a permis une ouverture à la philosophie, aux sciences, au pluralisme du monde de la connaissance. M'a permis, Sylvie, de ne pas abandonner mon terrain spécifique de recherche, les problématiques locales. Voilà. Et j'ai pu bénéficier beaucoup, dans le cas de la langue française, de cette tradition française dans des sciences sociales et de la philosophie, et qui, vous avez bien marqué, Sylvie, une pensée large pour approfondir ou pour apprendre des objets complexes. Ce sont nos objets dans le domaine de la gestion. Un point de vue universaliste à partir d'une discipline qui établit le dialogue avec les autres, et marqué par la pensée critique et conceptuelle. Je suis professeur d'épistémologie de gestion, des sciences de gestion. J'ai bénéficié beaucoup de ces caractéristiques de la langue française pour perfectionner mon travail. Et je peux finir, je vous avoue, mes amis, je reviens un petit peu, Baptiste, que en tant que professeur d'épistémologie des sciences de gestion depuis 2001, la pratique de la langue française m'a permis surtout à l'ouverture d'esprit. Alors, je vous remercie à toutes et à tous. Bien, merci Mauricio. Est-ce qu'on va passer à la période de questions? Alors, Baptiste, as-tu des questions, les premières questions? Oui.